Bon, je suppose que je vais passer mon Noël à scroller sur Reddit au lieu de faire littéralement n'importe quoi d'autre, parce que mon cerveau refuse de se mettre en pause et que j'ai besoin d'évacuer ça quelque part avant de perdre complètement la boule. J'ai 24 ans et Thomas en a 26. Nous sommes ensemble depuis environ 1 an et 4 mois, ce qui, je sais, ne représente pas des décennies, mais c'était réel. J'avais l'impression que ça menait vraiment quelque part. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un barbecue l'été dernier, celui d'avant. Et je me souviens avoir pensé qu'il était l'un de ces gars qui semblaient trop beaux pour être vrais. Drôle, attentif quand je parlais, se souvenant de petits détails mentionnés des semaines plus tard. Le mec parfait, quoi. Pour situer le sérieux de la chose, on parlait d'emménager ensemble après la fin de mon bail en mars. On en parlait vraiment, on regardait des appartements sur se loger ensemble, on discutait de quels meubles garder ou donner. Il a rencontré mes parents plusieurs fois. J'ai rencontré sa mère et son beau-père. Nous avons fait un grand repas de famille à la Toussaint chez eux cette année, et sa mère n'arrêtait pas de faire des allusions sur les petits-enfants, ce qui était gênant, mais aussi plutôt mignon car ça voulait dire qu'elle me voyait comme une pièce rapportée permanente. Noël devait être notre moment à nous cette année. On avait tout prévu il y a 2 mois. Le réveillon du 24, on allait faire un truc rien qu'à 2 dans mon appartement. Cuisiner ensemble, échanger les cadeaux, regarder des films, toute l'esthétique du couple cocooning. Puis le jour de Noël, la tournée des familles, brunch chez lui, et dîner chez mes parents. J'étais vraiment impatiente. J'avais même acheté des pyjamas assortis, je sais que c'est ringard à mort, mais peu importe. Je pensais que ce serait mignon pour les photos. Donc, le matin du 24 décembre, je suis dans mon appartement à tout préparer. J'avais fait le ménage à fond la veille, acheté tous les ingrédients pour ce plat de pâtes qu'il adore, allumé des bougies, tout était prêt. J'étais vraiment de bonne humeur, ce qui me semble important de préciser car je n'étais ni paranoïaque ni soupçonneuse, ni rien de ce qu'il m'a accusé d'être plus tard. J'étais juste heureuse et impatiente de voir mon copain. Vers 14 heures, il m'envoie un texto disant que son patron l'a appelé, qu'il y a une urgence au boulot et qu'il doit y aller. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir été déçu, car évidemment je l'étais, mais je n'allais pas être cette copine qui fait une crise pour le travail. Les choses arrivent, les urgences aussi. Je lui ai dit que c'était bon. On ferait tout à son retour. J'ai demandé combien de temps il pensait en avoir. Il a dit probablement tard, peut-être 21h ou 22h, qu'il était vraiment désolé et qu'il se rattraperait. J'ai répondu, ok, pas de souci. Tiens-moi au courant. J'étais dégoûté, mais je me suis dit que je décalerais le dîner et qu'on aurait quand même la soirée ensemble. Alors, je suis assise là, dans mon appartement que j'ai passé tant de temps à rendre joli, à regarder les heures tourner, et je commence à me sentir mal pour lui. Genre, le voilà coincé à gérer des galères de boulot le soir du réveillon pendant que je suis là à m'apitoyer sur mon sort. J'ai décidé de faire un truc sympa et de lui commander à manger à son travail. Il bosse dans un entrepôt logistique, un de ces grands bâtiments près de la zone industrielle à côté de la rocade. Je me suis dit qu'il n'avait probablement pas mangé et que ce serait une bonne surprise de voir le dîner débarquer. J'ai passé commande sur Uber Eats. Juste des trucs d'un resto mexicain qu'il aime bien. Un burrito bowl, des chips avec du guacamole, et des churros parce qu'il adore le sucré. J'ai mis une note dans les instructions de livraison disant que c'était pour Thomas et d'appeler le numéro sur la commande à l'arrivée pour que je puisse le prévenir de sortir. Je pensais honnêtement être une super copine. Environ 40 minutes plus tard, mon téléphone sonne, c'est le livreur. Le gars a l'air confus et me dit qu'il est à l'adresse, mais que tout le bâtiment est éteint et verrouillé. Pas de voiture sur le parking, personne aux alentours, ça a l'air complètement fermé. Il me demande si je suis sûr de l'adresse. Je suis là, Jean, comment ça, c'est fermé? Je revérifie l'adresse avec lui et oui, c'était la bonne. Il me dit qu'il n'y a pas une seule lumière allumée. Le parking est vide et il y a un panneau sur la porte indiquant qu'ils sont fermés pour les fêtes. Je l'ai remercié, je lui ai dit de garder la nourriture et je lui ai laissé un pourboire supplémentaire pour le dérangement. Ma première pensée n'a même pas été la suspicion, honnêtement. J'ai d'abord pensé qu'ils avaient peut-être déplacé l'urgence sur un autre site ou un truc du genre. Peut-être un problème dans un autre bâtiment qu'ils gèrent. Je ne sais pas. Je lui cherchais des excuses avant même de savoir que j'en avais besoin. J'ai essayé d'appeler Thomas, mais je suis tombé sur la messagerie. Je lui ai envoyé un texto pour demander comment ça se passait au boulot. Pas de réponse.
J'ai rappelé peut-être 20 minutes plus tard. Messagerie encore. À ce stade, je commence à avoir un mauvais pressentiment, mais je ne saute pas encore aux conclusions parce que, encore une fois, je faisais confiance à cet homme. Je pensais le connaître. Puis je me suis souvenu qu'on avait toujours le partage de localisation activé. Ok, petit contexte là-dessus parce que je sais comment ça sonne. On a activé le partage de localisation il y a environ 6 mois pour des raisons tout à fait normales. Je conduisais pour aller voir ma cousine à environ 4 heures de route et il voulait pouvoir voir quand j'étais bien arrivé sans que j'aie à envoyer des SMS au volant. Après ça, on ne l'a jamais désactivé. Aucun de nous n'y pensait vraiment. Ce n'était pas un truc de surveillance. C'était juste là. J'oubliais même que ça existait la plupart du temps. Donc, j'ouvre l'application et je cherche sa position, m'attendant à le voir sur un autre site de travail ou peu importe l'histoire que je me racontais. Au lieu de ça, son petit point est à l'autre bout de la ville, dans un quartier résidentiel où je n'ai jamais mis les pieds. Pas au travail, nulle part près du travail, juste posé dans une maison au hasard. J'ai fixé mon téléphone pendant probablement 1 minute entière à essayer de traiter ce que je voyais. Puis j'ai fait une capture d'écran parce que mon instinct me disait de le faire. J'ai essayé de l'appeler à nouveau. Cette fois, ça a sonné plus longtemps avant de passer sur messagerie, ce qui voulait dire qu'il rejetait activement mes appels. Je lui ai envoyé un texto demandant où il était et si tout allait bien. Rien. J'ai appelé une dernière fois, direct sur messagerie. Là, il avait éteint son téléphone ou m'avait bloqué temporairement. J'ai fait ce que n'importe quelle personne au bord de la crise de nerfs ferait en 2024, j'ai commencé à vérifier les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que je cherchais exactement. Une preuve que j'avais tort, peut-être. J'ai parcouru Instagram en regardant les stories des gens qu'on connaît tous les deux, des collègues, ses amis de fac, peu importe. Et puis je l'ai trouvée. Cette fille, Camille, qui est dans le même master, école de commerce, que Thomas. Je l'avais rencontrée une fois à un événement de réseautage où il m'avait traîné. Elle avait posté une story de ce qui ressemblait à une soirée de réveillon. Salon bien décoré, gens avec des verres, ambiance classique de fête. J'ai failli passer, mais quelque chose m'a fait regarder de plus près. Là, en arrière-plan, tenant un verre et ayant l'air très à l'aise, c'était Thomas. Mon Thomas, mon copain qui était censé être au travail pour une urgence, en train de se la couler douce à une soirée en appart, un verre à la main, l'air de n'avoir aucun souci au monde. J'ai regardé cette story probablement 15 fois. J'ai zoomé sur son visage pour être absolument sûr, même si je le savais dès la première seconde. La même veste dont il m'avait envoyé une photo le matin même en partant. La même montre que je lui avais offerte pour son anniversaire. C'était lui, et il était à une fête pendant que j'étais assise seule dans mon appart comme une idiote à attendre qu'il rentre d'une urgence professionnelle qui n'existait pas. J'ai fait une capture d'écran de ça aussi. Maintenant, je veux être clair sur un point. Beaucoup de gens diraient probablement que j'aurais dû attendre, me calmer, le confronter plus tard à tête reposée, et peut-être que ça aurait été la chose intelligente à faire. Mais j'étais assise là le soir de Noël, réalisant que mon mec m'avait menti droit dans les yeux pour aller à une soirée sans moi. Et intelligente, ce n'est pas vraiment comme ça que je me sentais. Je l'ai rappelé. Cette fois, il a décroché, ce qui était presque pire car ça voulait dire qu'il avait choisi de m'ignorer tout ce temps. Sa voix était toute décontractée, comme si de rien n'était, demandant en quoi de neuf bébé, et je pouvais entendre du bruit derrière, de la musique et des voix. Je lui ai demandé comment se passait le boulot et il a dit que ça allait, très chargé, qu'il en avait probablement encore pour quelques heures. Il me mentait en temps réel alors que je pouvais littéralement entendre la fête derrière lui. Je lui ai dit que c'était intéressant parce que j'avais commandé à manger à son travail pour lui faire une surprise et que le livreur m'avait dit que le bâtiment était complètement fermé et vide. Silence de mort à l'autre bout du fil. Je lui ai demandé s'il voulait retenter sa chance avec une autre version. Il a commencé à bafouiller, racontant un truc comme quoi ils avaient changé de site à la dernière minute et qu'ils étaient allés chez son superviseur pour régler le problème de là-bas et que c'était compliqué à expliquer. Je lui ai dit, cool. Et la maison de ton superviseur, elle se trouve à l'adresse indiquée par sa localisation? Parce que c'est là que son téléphone le localisait. Encore plus de silence. Puis il a demandé pourquoi je fliquais sa position comme une espèce de psychopathe. Je jure que quelque chose a lâché en moi. J'étais là avec des preuves concrètes qu'il me mentait. Des captures d'écran de lui à une fête alors qu'il disait bosser, et sa réponse a été de retourner la situation pour faire de moi le problème.
Je lui ai dit que je ne le fliquais pas. On partage notre localisation depuis des mois. C'est lui qui a oublié de le désactiver avant de me mentir. Et aussi, que je venais de voir la story Instagram de Camille et que je le voyais en arrière-plan à la soirée, donc qu'il devrait peut-être travailler un peu mieux son histoire avant d'essayer de me manipuler. Il est devenu très silencieux, puis a commencé à me parler comme si j'étais déraisonnable. Il a dit que je montais ça en épingle et que ce n'était pas ce que je croyais. Je lui ai demandé ce qu'il pensait que je croyais exactement. Parce que de mon point de vue, on aurait dit qu'il avait menti sur le fait de travailler le soir de Noël pour pouvoir aller à une fête sans moi. Est-ce que j'avais raté un épisode? Il a dit que c'était juste un petit truc chez Camille, quelques personnes de son master. Et qu'il ne pensait pas que je voudrais venir parce que j'ai toujours l'air mal à l'aise aux événements de son école. Je lui ai répondu mal à l'aise. Peut-être parce que la seule fois où j'y suis allé, tout le monde parlait d'études de cas et d'analyse de marché, et j'avais l'impression d'être assise à la mauvaise table à la cantine. Mais ça ne veut pas dire que je voulais passer le réveillon seul pendant qu'il faisait la fête sans moi. Il aurait pu simplement me demander au lieu d'inventer tout un mensonge sur le boulot. Puis il m'a sorti la phrase qui résonne encore dans ma tête. Il a dit que c'était peut-être exactement pour ça qu'il ne m'avait pas invité, parce que j'ai clairement des problèmes de confiance et qu'il ne peut même pas aller à une petite réunion décontractée sans que je me transforme en FBI. Il a dit qu'il se sentait étouffé ces derniers temps et que ma réaction prouvait qu'il avait raison. Il m'a vraiment dit ça, que ma réaction en le prenant en flagrant délit de mensonge était le problème. J'ai demandé s'il était sérieux. J'ai demandé s'il pensait vraiment que le problème ici, c'était que je sois énervé, et non pas qu'il m'ait menti le soir de Noël. Il a dit qu'il y avait manifestement quelque chose de cassé entre nous si je vérifiais sa position et que je stalkais les réseaux sociaux de ses camarades de classe, et que peut-être on devait repenser toute cette relation parce qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un d'aussi obsessionnel et contrôlant. Obsessionnelle et contrôlante, moi. La personne qui a passé des semaines à planifier un beau Noël pour nous. La personne qui a essayé de le surprendre avec un repas parce que je me sentais mal qu'il soit coincé au boulot. La personne qui n'a découvert son mensonge que parce qu'elle essayait de faire quelque chose de gentil. Je lui ai dit que si c'était ce qu'il ressentait, alors j'allais lui faciliter la tâche. Je lui ai dit que c'était fini, qu'il pouvait profiter de sa fête, et j'espérais que les petits fours de Camille valaient le coup de jeter 1 an et demi de relation à la poubelle. J'ai raccroché et bloqué son numéro, bloqué sur Instagram, Snapchat, tout. Je suis restée assise dans mon appartement, toujours entourée de toutes ces décos de Noël, et je n'ai même pas pleuré au début. J'étais juste anesthésiée, en colère et confuse de voir comment la soirée avait pu déraper aussi vite et aussi fort. Voici pourquoi je poste ça maintenant. Parce qu'apparemment, dans les 2 jours depuis Noël, Thomas est en pleine campagne de communication, racontant à tous ceux qui veulent l'entendre que j'ai gâché Noël en étant une copine psychopathe et contrôlante. Sa version des faits, c'est que je traquais obsessivement sa localisation, que j'ai fouillé son téléphone et que j'ai fait un scandale quand j'ai découvert qu'il était à une réunion innocente avec des camarades de classe. Il dit aux gens que j'ai toujours été jalouse et peu sûre de moi, et qu'il est soulagé d'être enfin libéré de ma surveillance constante. Mon amie, Léa, m'a envoyé un texto pour me demander si j'allais bien parce qu'un ami de Thomas racontait à des gens lors d'un apéro pré-nouvel an que j'avais fait une dépression nerveuse et que je menaçais de débarquer chez lui. Je ne savais même pas quoi dire. Je n'ai menacé personne. Je n'ai rien fait à part le bloquer et essayer de digérer ce qui s'est passé. Puis ce matin, ma mère m'a appelé parce qu'apparemment la mère de Thomas l'a appelé pour dire qu'elle était déçue de la façon dont je traitais son fils et qu'elle pensait que j'avais été mieux élevé que ça, à espionner les gens et créer des drames pour rien. Ma mère. Il a fait appeler sa mère pour parler à la mienne. Je pète un peu les plombs. Une partie de moi sait que j'ai fait ce qu'il fallait en arrêtant tout immédiatement. Il a menti. Je l'ai grillé. Je suis parti. Ça devrait être la fin de l'histoire. Mais maintenant, on me dépeint comme cette ex instable et folle alors que tout ce que j'ai fait, c'est découvrir accidentellement que mon copain était un menteur. Le truc qui me ronge le plus, c'est que je ne comprends même pas vraiment pourquoi il a menti. Genre, s'il voulait aller à la soirée de Camille sans moi, il aurait pu juste le dire. J'aurais peut-être été agacé, mais on aurait pu en parler. Au lieu de ça, il a inventé toute une urgence professionnelle et m'a fait passer le réveillon seul sans raison. À moins qu'il n'y ait une raison, et que je ne la vois pas, Léa n'arrête pas de me demander si je pense qu'il se passe un truc avec Camille. Et honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas eu cette impression quand je l'ai rencontré,
mais je ne pensais pas non plus que mon copain me mentirait en face sur le fait de travailler à Noël, donc clairement mon instinct n'est pas fiable. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas essayé de me parler pour de vrai depuis que je l'ai bloqué. Il parle de moi à tout le monde, mais il n'est pas venu à mon appartement, n'a pas essayé de me joindre par des amis, n'a rien fait de ce qu'on ferait si on voulait vraiment arranger les choses ou même s'excuser. Il est juste en train de construire son récit pour s'assurer que tout le monde pense qu'il est la victime. J'ai gardé toutes les captures d'écran, la localisation le montrant à l'autre bout de la ville, la story Instagram de Camille avec lui en fond, les heures de mes textos et appels montrant que j'essayais de le joindre pendant des heures alors qu'il m'ignorait. Je ne sais pas si ça a de l'importance, mais je les ai. Aussi, si quelqu'un sait comment faire partir l'odeur des bougies au sapin d'un appartement, je suis preneuse, parce que je ne peux plus les allumer sans me sentir comme une idiote. Mise à jour, alors, ma mère est passée ce soir-là après mon post. J'appréhendais toute la journée parce que je savais qu'elle aurait des questions sur l'appel de la mère de Thomas, et je ne savais pas si elle venait pour me soutenir ou pour me faire la morale sur le fait de créer des embrouilles. Ma mère est généralement assez raisonnable, mais elle a aussi ce truc de vouloir maintenir la paix et ne pas faire de vagues. Et j'avais peur qu'elle ait été influencée par ce que la mère de Thomas lui a raconté. Elle est entrée et a immédiatement commencé à regarder mon appartement, qui avait encore quelques décorations de Noël parce que je n'avais pas eu l'énergie de les enlever. Les pyjamas assortis que j'avais achetés pour moi et Thomas étaient toujours dans leur sac sur la chaise parce que je n'avais jamais pu les lui offrir. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu qu'elle avait remarqué. On s'est assise et elle m'a demandé ce qui s'était passé avec Thomas. Pas d'une façon accusatrice, mais de cette façon maternelle où on sent qu'elle essaie de cerner la situation avant de choisir son camp. Je lui ai tout raconté, toute l'histoire depuis le début. Je lui ai montré les captures d'écran de sa localisation et de la story Instagram de Camille. Je lui ai détaillé la chronologie où j'essayais de le joindre pendant qu'il ignorait mes appels. Elle est restée silencieuse un long moment après que j'ai fini. Puis elle a dit qu'elle aurait aimé que je lui dise ça avant que la mère de Thomas n'appelle, parce qu'elle a passé 20 minutes au téléphone à se faire sermonner sur le fait que j'espionnais son fils et que je devais apprendre les limites. J'ai demandé ce qu'elle avait répondu et elle m'a dit qu'elle avait surtout écouté parce qu'elle n'avait pas ma version de l'histoire et ne voulait pas dire quelque chose qu'elle ne pourrait pas retirer. Ça m'a un peu piqué, honnêtement. Je comprends pourquoi elle l'a fait, mais l'idée que ma propre mère soit restée là à écouter la mère de Thomas me dénigrer sans me défendre m'a fait mal. Elle a dû le voir sur mon visage parce qu'elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû dire à la mère de Thomas qu'elle la rappellerait après m'avoir parlé, et que maintenant qu'elle savait ce qui s'était réellement passé, elle était fermement de mon côté. Elle a demandé si Thomas avait essayé de me contacter, et je lui ai dit que je l'avais bloqué partout, donc il ne pouvait pas. Elle a eu cet air sur le visage et a dit quelque chose qui me trotte dans la tête depuis. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi je l'avais bloqué, mais que c'était peut-être une erreur tactique parce que maintenant il a le contrôle du récit sans que je puisse répondre. Elle a dit, quand une personne se tait et que l'autre continue de parler, celle qui parle gagne généralement au tribunal de l'opinion publique. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Dans ma tête, le bloquer c'était reprendre le pouvoir. Mais elle avait raison sur le fait que tout ce que j'avais fait, c'était me retirer complètement de la conversation pendant qu'il racontait sa version à tout le monde. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait que je devrais faire. Et elle a dit qu'elle n'était pas sûre, mais que peut-être je devais avoir au moins une vraie conversation avec lui où je pourrais dire ce que j'ai sur le cœur au lieu de juste couper les ponts. Je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler, que je n'avais rien à dire à quelqu'un qui m'avait menti et essayé ensuite de me faire passer pour la méchante. Elle a dit qu'elle comprenait, mais a demandé si j'étais vraiment d'accord pour que tout le monde pense que je suis une ex-copine harceleuse et obsessionnelle alors que je sais que ce n'est pas vrai. Elle a dit, parfois, il faut se défendre soi-même, même quand c'est inconfortable. Quand elle est partie, je me sentais un peu mieux, mais aussi plus confuse parce qu'une partie de moi savait qu'elle avait raison sur le fait de devoir me défendre, et une autre partie voulait juste rester dans mon appartement et faire semblant que rien de tout ça n'arrivait. Le lendemain, le 27 décembre, j'ai reçu un texto de Léa disant que Thomas s'était pointé chez elle en me cherchant. Je suppose qu'il a compris que je l'avais bloqué et est allé voir ma meilleure amie, supposant qu'elle saurait où j'étais ou accepterait de faire passer un message. Elle a dit qu'il semblait bouleversé et répétait qu'il avait besoin de me parler et d'expliquer que les choses avaient dérapé et qu'il n'avait jamais voulu que tout ça arrive. Léa a demandé ce que je voulais qu'elle fasse, et je lui ai dit de lui dire de me laisser tranquille. Mais ensuite, je n'arrêtais pas de penser à ce que ma mère avait dit sur le fait de ne pas le laisser contrôler le récit. Et honnêtement, une grande partie de moi voulait le confronter. Pas pour lui donner une chance de s'expliquer, mais pour lui dire exactement ce que je pensais de lui en face au lieu de juste disparaître.
Environ 2 heures plus tard, on a frappé à ma porte. Et quand j'ai regardé par le Judas, il était là. Thomas. La première chose qu'il a dite a été « Merci d'avoir accepté de me voir ». Je lui ai dit que je ne lui faisais pas une fleur. Je lui donnais une chance de s'expliquer avant de décider de raconter à tout le monde la vérité sur ce qui s'était passé. Je voulais qu'il sache dès le départ que ça n'allait pas être des retrouvailles larmoyantes où je lui pardonnerais parce qu'il faisait des yeux de chien battu. Il a demandé s'il pouvait entrer et j'ai dit non. On pouvait parler dans le couloir. Je n'allais pas le laisser entrer chez moi après tout ça. Il a commencé à parler du réveillon, disant qu'il savait qu'il avait merdé et qu'il aurait dû juste me parler de la fête au lieu d'inventer le truc du boulot. Je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit, tout simplement. Genre, qu'est-ce qu'il y avait de si dur à dire, et bébé, Camille fait un petit truc et je veux y passer. Il aurait même pu m'inviter. Ou s'il ne voulait pas que je sois là pour une raison quelconque, il aurait pu juste le dire. C'est là qu'il a dit un truc qui m'a donné envie de lui claquer la porte au nez. Il a dit qu'il ne m'avait pas invité parce qu'il savait que je rendrais la situation bizarre. Il a dit qu'à chaque fois que je venais aux événements de son école, j'avais l'air mal à l'aise et qu'il avait l'impression de devoir me babysitter au lieu de vraiment réseauter et parler aux gens. Il a dit qu'il voulait juste une soirée où il pourrait traîner avec ses camarades de promo sans s'inquiéter de savoir si je passais un bon moment ou si je me sentais exclu. Je l'ai juste fixé parce que waouh. D'abord, je suis allé à un événement avec lui et oui, je me sentais gauche parce que tout le monde parlait business, un truc que je ne comprends pas, et qu'il m'a à peine présenté à qui que ce soit. Je suis resté assise 2 heures à siroter le même verre pendant qu'il faisait le beau à travers la pièce. Et sur le chemin du retour, il a demandé si je m'étais amusé, comme si j'étais censé être ravi d'être ignoré dans une fête pleine d'inconnus. Et maintenant, il utilisait mon inconfort à cet événement unique pour justifier de m'avoir menti le soir de Noël et de m'avoir laissé seul. Je lui ai dit que c'était des conneries. Je lui ai dit que s'il sentait qu'il ne pouvait pas m'emmener à des trucs avec ses camarades, c'était une conversation qu'on aurait dû avoir il y a des mois au lieu qu'il décide juste de m'exclure et de mentir à ce sujet. J'ai dit que je n'étais pas mal à l'aise parce que je suis une asociale coincée. J'étais mal à l'aise parce qu'il n'avait fait aucun effort pour m'inclure et que j'avais passé la soirée plantée dans un coin pendant qu'il faisait comme si je n'étais pas là. Il a commencé à dire que ce n'était pas juste, qu'il essayait de se faire des contacts pour sa carrière et qu'il ne pouvait pas passer la soirée à me tenir la main. Je lui ai dit que je ne lui avais jamais demandé de me tenir la main. Je lui ai demandé d'agir comme si on était en couple dans un événement public au lieu de me traiter comme une fille qu'il connaissait à peine et qui s'était incrustée. On a débattu comme ça un moment. Lui essayant d'expliquer pourquoi il se sentait justifié de mentir et moi démontant chaque excuse. À un moment, il a dit quelque chose comme quoi il avait l'impression qu'on voulait des choses différentes et que c'était peut-être un signe qu'on n'était plus compatibles. Je lui ai demandé, quelle chose différente ? Il a dit qu'il était dans un programme très exigeant et que sa carrière était sa priorité en ce moment et qu'il sentait que je ne comprenais pas ça. Il a dit que parfois il avait besoin d'espace pour se concentrer sur ses objectifs et que je demandais toujours plus de temps et d'attention qu'il ne pouvait en donner. Ok, donc ça c'était nouveau pour moi, parce que de mon point de vue, j'étais extrêmement en soutien de son master. Je l'aidais à réviser ses partiels. Je relisais ses mémoires. Je lui faisais à dîner les soirs où il avait cours tard pour qu'il ait un repas prêt en rentrant. Je ne me plaignais pas quand il annulait des plans à cause de projets de groupe ou de révision. J'ai littéralement réorganisé tout mon emploi du temps autour de son programme depuis 1 an et demi. Et maintenant il était là à me dire que j'étais trop collante et exigeante. Je lui ai dit que c'était une réécriture complète de l'histoire et qu'il le savait. Je lui ai demandé quand exactement j'avais été si exigeante qu'il ne pouvait pas le gérer. Il n'a pas pu me donner un exemple précis, il répétait juste que c'était une ambiance, un ressenti, et que je ne comprendrais pas. Ensuite je lui ai demandé pour Camille. Je lui ai demandé cash s'il se passait un truc avec elle parce que j'avais besoin de savoir. Il est devenu super défensif et a dit que c'était exactement ce dont il parlait, que j'étais tellement parano et jalouse que je ne pouvais même pas supporter qu'il ait des amies filles dans son programme. J'ai dit que je n'avais jamais eu de problème avec ses amies filles. J'avais un problème avec lui qui me mentait sur le fait d'être au boulot pour aller à sa fête. Ce n'est pas la même chose. Et qu'il devait arrêter de faire comme si mon inquiétude sortait de nulle part. Il a juré que rien ne se passait avec Camille, qu'elle était juste une camarade de classe, qu'ils bossaient sur des projets de groupe ensemble et c'est tout. Il a dit que la fête était pour tous ceux de leur promo qui restaient en ville pour les fêtes. Ce n'était pas un truc spécial avec elle.
J'ai demandé alors pourquoi il était si déterminé à y aller sans moi au point d'inventer une urgence de travail. Il a dit qu'il m'avait déjà dit qu'il voulait juste une soirée sans avoir à s'inquiéter que je sois mal à l'aise et que je rende l'ambiance bizarre. Chaque réponse qu'il donnait me mettait plus en colère parce que rien ne justifiait le besoin de mentir. S'il voulait y aller solo, il aurait pu le dire. S'il pensait que je serais mal à l'aise, il aurait pu me demander. S'il se sentait étouffé, il aurait pu en parler à n'importe quel moment cette année au lieu de fabriquer de fausses heures sup. Je lui ai dit que j'en avais marre d'entendre des excuses. J'ai dit qu'il m'avait menti en face, passé le réveillon à faire la fête pendant que j'étais seul chez moi à l'attendre. Et quand je l'ai grillé, son premier réflexe a été de dire que c'était moi le problème. J'ai dit que ça me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui il était en tant que personne. Il a dit que j'étais dramatique et qu'une erreur ne devrait pas effacer tout ce qu'on a construit ensemble. Je lui ai dit que ce n'était pas une erreur. L'erreur, c'était le mensonge. Tout ce qui a suivi, le fait de détourner le sujet, la manipulation, me traiter d'obsessionnelle et contrôlante, faire appeler ma mère par la sienne, dire à tous nos amis que je suis folle, ça c'était un choix. Il a choisi de m'attaquer au lieu de s'excuser. Il a choisi de protéger son ego au lieu d'admettre qu'il avait tort. Et maintenant il était planté dans mon couloir à essayer encore de me convaincre que j'exagérais au lieu de juste dire pardon. Il a fini par se taire après ça. Puis il a dit qu'il était désolé, mais il l'a dit de cette façon où on sent que la personne s'excuse juste parce qu'elle pense que c'est ce qu'on veut entendre, pas parce qu'elle le pense vraiment. Comme le mot désolé est suivi d'un gros mais. Il a dit qu'il était désolé, mais que je devais comprendre son point de vue. Il a dit qu'il était désolé, mais que la façon dont je l'avais découvert était quand même une violation de sa vie privée. Il a dit qu'il était désolé, mais que si j'avais été plus encourageante pour sa carrière, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai carrément ri à la dernière, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement absurde. Il était vraiment là à essayer de rendre son choix de me mentir. De ma faute pour ne pas avoir été assez soutenante. Je lui ai dit que c'était définitivement fini, et cette fois je le pensais vraiment. Je lui ai dit d'arrêter de parler de moi aux gens, de me laisser tranquille, et d'avoir une belle vie. Il a demandé si on pouvait au moins essayer de rester courtois, vu qu'on se verrait sûrement à des trucs d'amis communs, et qu'il ne voulait pas que ce soit bizarre. Je lui ai dit qu'il avait rendu ça bizarre en lançant une campagne de diffamation contre moi quelques heures après notre rupture. J'ai dit que s'il voulait que les choses soient courtoises, il pouvait commencer par dire la vérité à tout le monde sur ce qui s'était vraiment passé au lieu de me dépeindre comme une stalkeuse psychopathe. Il a dit que sa version était la vérité, que j'avais vérifié sa position sans sa permission et que j'avais fouillé les réseaux de ses camarades pour le trouver. Je lui ai rappelé que le partage de position était mutuel et qu'il savait qu'il était activé. Et que la seule raison pour laquelle j'ai regardé, c'est parce qu'il a menti sur l'endroit où il était. Je ne le traquais pas. J'essayais de comprendre pourquoi le lieu de travail de mon copain était fermé alors qu'il disait y être. Ce n'est pas du stalking. C'est de l'inquiétude normale. Il n'a rien eu à répondre à ça. Il est juste resté là, l'air frustré comme s'il ne comprenait pas pourquoi je n'avalais pas sa version des faits. Je lui ai dit de partir. Il a dit une dernière chose avant d'y aller. Il a dit qu'il m'aimait vraiment et qu'il ne voulait pas que ça finisse comme ça. Il a dit que peut-être dans quelques semaines, quand on serait tous les deux calmés, on pourrait réessayer et faire les choses différemment. Il est parti. Chaque explication qu'il a donnée était conçue pour que ce soit ma faute d'une manière ou d'une autre. Que ce soit ma maladresse à ces événements, ou mon besoin d'attention, ou ma paranoïa, rien de ce qu'il a dit ne prenait vraiment la responsabilité d'avoir décidé de me mentir en face le soir de Noël. J'ai appelé Léa et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle est venue ce soir-là, on a commandé à manger et elle m'a laissé vider mon sac pendant genre 3 heures. Elle a dit qu'elle avait toujours trouvé Thomas un peu trop lisse, comme si tout ce qu'il disait était calculé pour se faire bien voir. Elle a mentionné un truc auquel je n'avais pas vraiment pensé avant, elle avait remarqué ces derniers mois qu'il semblait s'éloigner des trucs de notre groupe d'amis. Genre il sautait des trucs où il venait d'habitude, ou arrivait en retard et partait tôt, ou semblait distrait quand il était là. Elle n'avait rien dit sur le moment parce qu'elle pensait que c'était juste le stress du master, mais maintenant elle se demandait si autre chose se passait. Ça m'a marqué parce que j'avais remarqué un peu ça aussi. Mais j'avais trouvé la même excuse. Il était occupé avec l'école. Il était fatigué. Il avait beaucoup de pain sur la planche. Je lui laissais toujours le bénéfice du doute parce que c'est ce qu'on fait quand on a confiance. Maintenant,
Je repensais à tous ces moments en me demandant ce qu'il faisait d'autre quand il disait qu'il révisait, ou qu'il était en réunion de groupe, ou trop fatigué pour sortir. Le lendemain, j'ai décidé de le débloquer. Pas parce que je voulais lui reparler, mais parce que je voulais pouvoir voir s'il postait encore sur moi ou parlait aux gens. Je me suis dit que s'il continuait à l'ouvrir, je devrais au moins savoir ce qu'il disait. C'est là que j'ai vu qu'il avait posté une story. C'était une photo de lui et d'une bande de gens, y compris Camille, à ce qui ressemblait à une soirée du Nouvel An. Elle était juste à côté de lui sur la photo, penchée vers lui comme on se penche vers quelqu'un avec qui on est à l'aise. Son bras n'était pas exactement autour d'elle, mais il était derrière elle d'une façon qui ne faisait pas juste ami. La légende disait un truc sur le fait de prendre un nouveau départ pour la nouvelle année, entouré de gens qui l'apprécient vraiment. J'ai fait une capture d'écran de ça aussi. Ma mère pense que je devrais écrire tout ce qui s'est passé et l'envoyer aux personnes qui comptent le plus pour qu'elles aient ma version. Léa pense que je devrais juste me concentrer sur le fait de passer à autre chose et laisser le karma s'occuper du reste. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est juste. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas folle. Je ne suis pas obsessionnelle ou contrôlante ou tous les trucs qu'il a dit sur moi. J'étais une bonne copine qui a fait confiance à la mauvaise personne et qui s'est fait avoir. Et je ne vais pas le laisser réécrire cette histoire juste parce qu'il parle plus fort que moi. Je ferai une mise à jour s'il se passe autre chose. À ce stade, plus rien ne me surprendrait. Oh, et quelqu'un dans les commentaires la dernière fois a demandé quel âge avait Camille. Elle a 27 ans et est célibataire pour autant que je sache. Je pose ça là. Dernière mise à jour. Bon, après mon dernier post, les choses sont devenues plus bordéliques avant de s'arranger. Thomas a continué à poster des trucs sur les réseaux sociaux clairement visés contre moi. Des stories vagues. Chacune semblait être une pique et je savais que les gens les voyaient et croyaient probablement sa version. Léa m'a convaincu de venir à un truc que notre groupe d'amis organisait pour l'anniversaire de quelqu'un environ 2 semaines après le Nouvel An. Je ne voulais pas y aller parce que je savais qu'il y avait une chance que Thomas soit là, mais elle a dit que je ne pouvais pas le laisser me prendre mes amis aussi. Elle avait raison. C'était mes amis en premier. C'est moi qui lui ai présenté la plupart d'entre eux. Et je n'allais pas me cacher dans mon appart pendant qu'il réécrivait l'histoire. Je suis arrivé et Thomas était déjà là avec un groupe de personnes, dont 2 gars de notre cercle d'amis dont je pensais être plus proche que lui. Quand je suis entré, toute l'ambiance a changé. Thomas m'a regardé comme s'il ne pouvait pas croire que j'avais le culot de venir. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je suis allé trouver Léa. Pendant environ 1 heure, on a existé dans le même espace sans se parler. Je pouvais sentir qu'il me regardait. Je pouvais l'entendre rire trop fort à des trucs qui n'étaient probablement pas drôles. Il était en représentation pour tout le monde, comme s'il voulait prouver qu'il n'était pas touché. Je faisais ma propre version de la même chose. Probablement des sourires forcés, faire la conversation, prétendre que mon estomac n'était pas noué. Puis je suis allé chercher à boire et il m'a suivi, m'a coincé près de la cuisine et a dit qu'on devait parler parce que ça devenait ridicule. Je lui ai dit que je n'avais rien d'autre à lui dire. Il a dit qu'il en avait marre du drame et de la tension et a demandé si on ne pouvait pas juste passer à autre chose comme des adultes. Je lui ai dit que passer à autre chose nécessiterait qu'il arrête de dire à tout le monde que j'étais une stalkeuse obsessionnelle. Il a dit qu'il avait arrêté d'en parler il y a des semaines et que c'était moi qui gardais le truc en vie en agissant bizarrement avec lui. J'ai dit que je n'agissais pas bizarrement. J'agissais comme quelqu'un qui a surpris son mec en train de mentir et qui s'est fait blâmer pour ça, et que si ça le mettait mal à l'aise, tant mieux. Il s'est énervé et a dit que je devais lâcher l'affaire. Il a dit ouais j'ai fait une erreur mais que j'en avais fait tout un plat alors que ça n'avait pas lieu d'être. J'ai demandé quelle était exactement la réaction appropriée quand on découvre que son copain a menti sur le fait de bosser pour faire la fête avec une autre fille. Il a dit, Camille n'était pas une autre fille. C'était une camarade de classe. Et que je prouvais qu'il avait raison en faisant encore une fixette sur elle. C'est là que je lui ai demandé cash. J'ai dit, t'es avec elle maintenant? Parce que les photos que j'ai vues laissent vraiment penser qu'il se passe un truc. Il s'est tu une seconde puis a dit, même si c'était le cas, ce ne serait plus tes affaires vu que tu as mis fin aux choses. Je lui ai dit que j'avais mis fin aux choses parce qu'il m'avait menti. Et que s'il était passé à Camille 2 semaines plus tard, ça me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui se passait réellement. Il n'a pas nié. Il est juste resté là avec cet air comme s'il calculait quoi dire ensuite. Finalement, il a dit que Camille le comprenait d'une façon que je n'avais jamais eue et qu'elle soutenait ses objectifs au lieu de le faire culpabiliser d'avoir de l'ambition.
J'ai failli rire parce que waouh, la réécriture de l'histoire était irréelle. J'ai demandé quand exactement je l'avais fait culpabiliser de ses ambitions. J'ai demandé un exemple précis. Je lui ai dit qu'il racontait n'importe quoi. J'ai dit que j'avais passé 1 an et demi à soutenir tout ce qu'il faisait, à réorganiser ma vie autour de son emploi du temps, à l'aider avec son boulot, à célébrer chaque petite victoire avec lui, et maintenant il était là à prétendre que j'étais un fardeau pas assez soutenant, parce que ça le faisait se sentir mieux d'être un menteur et probablement un trompeur aussi. Il a essayé de m'interrompre, mais je n'avais pas fini. Je lui ai dit que le plus triste, c'est que je l'aimais vraiment. Je planifiais un avenir avec lui. Je pensais qu'on construisait quelque chose de vrai. Et tout ce temps, il souhaitait apparemment être ailleurs avec quelqu'un d'autre. Il n'a même pas pu me donner le respect basique d'être honnête à ce sujet. Au lieu de ça, il a inventé des mensonges et a essayé de faire de moi la méchante quand j'ai découvert le pot aux roses. Il a dit que j'étais encore dramatique. J'ai dit non, j'étais précise, et il y a une différence. Je lui ai dit que j'avais fini de le laisser me faire douter de ma propre réalité. Je savais ce qui s'était passé. Je savais qu'il avait menti. Je savais qu'il avait choisi de m'attaquer au lieu de s'excuser. Et je savais que quoi qu'il ait avec Camille, ça avait commencé avant le réveillon, qu'il l'admette ou non. Il a demandé ce que je voulais de lui. Genre, il a vraiment demandé comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce qui arrangerait les choses. Je lui ai dit que je voulais qu'il arrête de jouer la victime. Je voulais qu'il dise la vérité aux gens à qui il avait menti sur moi. Je voulais qu'il assume ce qu'il avait fait au lieu de se cacher derrière des excuses sur ma supposée jalousie et insécurité. Il a dit qu'il ne pouvait pas contrôler ce que les gens croyaient. J'ai dit non, mais il pouvait contrôler ce qu'il leur disait et il a choisi de leur dire des mensonges. Ça, c'était de sa faute. On est resté là à se regarder et j'ai réalisé que je n'aurais jamais ce que je voulais de lui. Il n'allait jamais admettre qu'il avait tort, jamais prendre ses responsabilités, jamais dire la vérité aux gens. Ce n'était juste pas qui il était. Et je devais l'accepter parce que je ne pouvais pas le forcer à être une meilleure personne. Je lui ai dit que j'avais fini avec cette conversation et avec lui. J'ai dit que je me fichais de ce qu'il disait aux gens maintenant parce que quiconque croyait sa version sans me demander n'était pas quelqu'un dont j'avais besoin dans ma vie de toute façon. J'ai dit qu'il pouvait garder Camille et ses amis d'école de commerce et son image soigneusement contrôlée. J'allais très bien m'en sortir sans tout ça. Ma mère a rappelé la mère de Thomas et lui a raconté toute l'histoire. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais la mère de Thomas n'a contacté personne de ma famille depuis. J'ai enlevé le reste des décorations de Noël, donné les pyjamas assortis à Emmaüs, encore dans l'emballage. J'ai supprimé toutes nos photos. Pas parce que j'ai le cœur brisé, mais parce que je n'ai pas besoin de souvenirs de quelqu'un qui ne méritait pas mon temps. C'est tout. C'est toute l'histoire. Je me déconnecte de ce compte jetable et je passe à autre chose.